Bonjour, nous voici à la troisième vidéo de notre cours d'introduction à l'histoire de la chimie quantique. Lors des deux premières vidéos, nous avons dressé le portrait sous forme d'un arbre avec des racines empiriques, arrivant jusqu'au début du tronc aux premières théories matérialistes sur la matière, notamment les quatre éléments. Le tronc a grandi pendant presque 2000 ans, et à défaut d'autres théories, les quatre éléments ont perduré, se sont complexifiés, on a rajouté des principes, soufre, mercure. Mais en 1661, le Skeptical Alchemist est un livre qui met en avant le fait que la communauté scientifique commence réellement à dire il y en a assez. Nous doutons de cette théorie, il nous en faut une autre. Pendant plus de 100 ans, des chimistes vont travailler sur les gaz. Ils vont casser l'élément R. L'élément R, en fait, est composé de différentes choses, différents gaz. Un air respirable, un air irrespirable, un air qui peut brûler, etc. En 1787, des scientifiques vont proposer une nouvelle nomenclature. Fini les quatre éléments. Nous allons avoir l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, le soufre. Alors, c'était pas parfait, c'est pas le tableau périodique que l'on connaît maintenant, mais il y avait déjà une certaine amélioration. Et surtout, la façon de nommer les composés change drastiquement. Fini la provenance, nous allons nous intéresser principalement aux propriétés et à la composition. Cette greffe, c'est un changement total de la façon de voir la science. On parle maintenant d'une nouvelle science, de la chimie moderne. Elle va émerger en différentes sous-disciplines. Alors, pour se souvenir, en fait, de la période, Lavoisier a été décapité. On l'a décapité non pas parce que c'était un scientifique, mais parce que c'était un fermier général. Et il était fermier général. C'est-à-dire qu'il travaillait pour les impôts. Et ils y sont tous passés. Il avait choisi cette poste, un, pour la situation, et deux, pour la balance de précision qu'il y avait. Et en fait, ces résultats, c'est aussi grâce à cette balance. Quoi qu'il arrive donc, 19e siècle, c'est la chimie moderne. En 1800 arrive la pile, on fait de l'électrolyse, on casse les molécules d'une nouvelle manière. Plutôt que de brûler, on peut les casser en mettant de l'électricité, avec un champ électrique. Et à partir de là, on va analyser la chimie. En 1860, on se met d'accord qu'il faudrait s'harmoniser, choisir des poids atomiques pour tout le monde pareil. Ce qui va aboutir après au tableau périodique. On ressuscite, ou en tout cas on essaye de relancer l'idée du fait que les atomes sont tout petits. Et ces atomes-là ne se détruisent pas et ils se recombinent pour fabriquer de la chimie. On n'en a encore jamais vu. Beaucoup doutent, mais en utilisant le concept d'atome, en utilisant le concept d'une interaction entre atomes, on va commencer à imaginer une liaison, puis deux ou trois, et commencer à dessiner des formules sur le papier. Grâce à ça, on va pouvoir faire beaucoup de choses en chimie organique, on va découvrir de nouvelles molécules. C'est à ce moment-là qu'arrive l'industrie pharmaceutique, c'est à ce moment-là qu'arrivent plusieurs grandes découvertes en chimie. C'est à ce moment-là que l'industrie chimique prend son essor, et c'est à ce moment-là aussi que à la chimie sera associée une idée de pollution parfois, etc. Mais ça, c'est une autre histoire qui fera peut-être l'objet d'une vidéo à part. On sait même que le carbone, non seulement il a quatre pattes, mais que probablement elles ne sont pas sur un même plan et elles forment un tétraèdre, et ce qui explique la chiralité des composés. On sait que si ces molécules sont tout petites, on va pouvoir faire des statistiques. Dans un verre d'eau, il y a plus de molécules que d'êtres vivants sur Terre. C'est un nombre énorme. Et en appliquant des statistiques, on arrive en fait à développer la thermodynamique chimique, la cinétique chimique, et on est capable de décrire les réactions chimiques, comment elles se passent, vers où elles vont, les équilibres, etc.
On avait même tellement l'impression d'avoir tout découvert qu'à la fin du 19e siècle, on pensait que la chimie et la physique, c'était fini. On savait tout. Or, la dernière fois, nous avions terminé le cours avec la découverte des électrons. Donc ici, on est au début du 19e, il y a plein de branches qui sont arrivées. On pense que l'arbre était fini. Et en 1897, Joseph John Thomson, qui travaille au laboratoire Cavendish Lab à Cambridge, étudie donc les rayons cathodiques et découvre que en mettant une charge électrique, un courant électrique important, en créant une différence de potentiel très importante, des gaz différents sont capables d'éjecter des particules légères, 1000 fois plus légères que l'hydrogène. On a mis 60 ans à se mettre d'accord à peu près sur le poids des atomes, et l'hydrogène était le plus petit, et voici qu'un physicien découvre une particule beaucoup plus petite, et qu'elle est commune à plusieurs atomes. Donc le concept d'atome comme quelque chose d'incassable, c'est faux. Cette particule est attirée par le côté, les charges plus. On en déduit qu'il a une charge négative en termes d'électricité. On fait le rapprochement avec l'électricité, d'où on récupère le mot électron comme étant la particule élémentaire du courant électrique. Thomson sera prix Nobel en 1906, c'est-à-dire en moins de 10 ans, à tel point cette découverte est d'importance. Une des premières utilisations en chimie est notamment celle de Gilbert Lewis. Lewis, c'est le premier américain dans notre histoire ici. Il a été formé à Harvard et il est parti en Allemagne en postdoc. Puis il est revenu au MIT et il travaillait à Harvard aussi. Il donnait ses cours à Harvard. Afin d'expliquer le carbone tétraédrique, il a imaginé en fait une couche externe pour les atomes où des électrons, 4, maximum 8, de 1 jusqu'à 8 on va dire, et par exemple le lithium qui fait souvent Li+, n'aurait qu'un seul électron qu'il perdrait. Le carbone et le silicium, le carbone qui était tétraédrique, en fait il choisit de placer 4 électrons dans des coins opposés du cube, le plus loin possible, et ça forme en fait les directions d'un tétraèdre. D'où cette idée deviendra plus tard la règle de l'octet, elle sera proposée aussi par d'autres, et le carbone avec 4 électrons de valence, on retrouve le côté tétraèdre. Sauf que ce n'est pas des cubes, ce n'est pas exactement comme ça. En 1909, Ernst Rutherford et Geiger et Martsen effectuent une série d'expériences sur des feuilles d'or. Alors ils prennent des feuillets d'or parce que c'est extrêmement fin et ils les bombardent de particules alpha. En fait, il s'agit de morceaux d'hélium ionisés qui sortent des noyaux. Et ça, c'était en fait des travaux de Rutherford. Il avait fabriqué le premier canon à particules alpha, et surtout il avait utilisé cette expérience pour essayer de comprendre que la radioactivité naturelle, c'était bien des atomes qui perdaient une partie d'eux-mêmes, entre guillemets, de charge positive, et qu'ils changeaient réellement de nature et d'éléments. Un uranium, quand il subit de la radioactivité naturelle, va changer d'élément. Ce ne sera plus d'uranium. Il a perdu une partie de ses protons. Sachant qu'ici, à cette époque-là, le numéro atomique n'existe pas encore. Ce que l'on sait, c'est la masse. Et on voit qu'il change en masse. Ces charges positives vont être utilisées pour tester justement la nature de l'atome. Thomson a démontré que les électrons font partie, on va dire, du système atomique. Où sont donc les charges positives qui doivent lui correspondre? Un atome, c'est neutre.
S'il y a des charges négatives, il doit y avoir des charges positives quelque part. Et voici une représentation, un schéma d'une expérience qui a été faite en 1913, qui est déjà une expérience améliorée. On a un canon électron, on a une enceinte en fait, ici, comme ce sont des rayons ionisants pour s'en protéger, genre en plomb, etc. On a notre feuillet d'or, on envoie la particule dessus, elle traverse ou pas, ou elle est renvoyée. Dans le modèle de Thomson au départ, où il y avait des charges positives et négatives un peu partout, modèle que l'on appelle le modèle du pudding, a priori, les charges positives devraient rencontrer des charges diffuses et être assez peu déviées. Et ce n'est pas du tout ce qui est obtenu. Ce qui est obtenu, c'est que certes, une grande majorité passe au travers, c'est-à-dire qu'ils ne rencontrent rien du tout, pas d'obstacle de charge positive, mais certains présentent des déviations très importantes. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont tombés rarement, mais de temps en temps, sur une concentration de charge positive qui les a renvoyés de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on voit, le trait noir correspond à une charge positive qui passe. Si elle ne rencontre pas d'autres charges positives, elle n'est pas vraiment déviée. Si elle passe à côté, elle est déviée. Si elle tombe dessus, elle est renvoyée avec un angle assez important. Ce qui veut dire au final que dans l'atome, les charges positives sont concentrées dans des petits espaces, mais vraiment petits espaces. On avait parlé à la toute première vidéo qu'un noyau, c'est 10 puissance moins 15 mètres, et le rond là ici, ce serait 10 puissance moins 10 mètres. C'est-à-dire que c'est 10 puissance 5 fois, c'est-à-dire 10 000 fois plus petit. Donc là ici, de nouveau, le schéma, il n'est pas à l'échelle. Le rond rouge, il est extrêmement petit. On ne le voit pas. D'où le nombre de déviations est rare. Mais par contre, importante. Parce que on y concentre en un très faible espace toutes les charges positives. Nous voici avec un modèle atomique, affiné, noyau, électron, qui correspond en plus, si on imaginait un peu un carré, à déjà la possibilité de comprendre la chimie organique, mais il n'est pas prédictif. On n'a pas de description de chacun des électrons, etc. Et il ne nous permet pas de comprendre la chimie. Il ne nous permet pas de comprendre pourquoi certaines molécules, comme l'eau, est coudée et pas linéaire. De fait, seule la mécanique quantique nous permet d'expliquer comment marche l'atome, pourquoi c'est comme ça, et comment se forment les molécules. On ira plus loin parce qu'en mécanique quantique, on explique même que l'on ne peut pas exactement savoir où sont les électrons. Et que c'est normal. Nous rentrons donc dans le deuxième chapitre, l'introduction à la mécanique quantique. La mécanique quantique a une réputation d'être difficile, d'être compliquée à comprendre. Et c'est pas entièrement faux. En tout cas, elle n'est pas instinctive. Et je vais prendre quelques minutes ici pour vous en faire part. Ça vaut le coup d'étudier la mécanique quantique parce que c'est l'une des grandes révolutions du XXe siècle. Au XXe siècle, on a eu principalement la relativité et la mécanique quantique qui ont transformé radicalement la physique. La relativité a changé notre point de vue sur la gravitation et la mécanique quantique a changé notre vision de l'infiniment petit. Elle a été récompensée très vite par de nombreux prix Nobel, 1918, 1921, 1922, 1929, 1932, 1933 et encore récemment. Elle nous a permis de faire le lien entre la lumière et la matière. Non seulement il y avait les équations de Maxwell qui nous permettaient de faire le lien entre la lumière et les ondes électromagnétiques, de manière générale, mais là ici, en termes conceptuels, elle nous permet à l'infiniment petit de faire un lien entre la lumière et la matière. Et elle nous a donné le meilleur modèle atomique. Nous verrons qu'avec la mécanique quantique, la chimie peut être décrite entièrement. Au passage, on considère qu'elle a mis fin au déterminisme du XVIIIe siècle, cette idée philosophique comme quoi, avec les positions et les vitesses de chacune des particules, on était capable de prévoir le futur de l'univers. Ce qui est faux. Ce qui est faux parce qu'en réalité, c'est un système chaotique, d'ailleurs au passage,
Et certes, ça a remis en question certaines choses, mais à l'échelle infiniment petite. Et honnêtement, c'est plus du sensationnalisme qu'autre chose. Et surtout, là, dans la partie application à la chimie, ça n'a pas lieu d'être. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la philosophie des sciences, je ne peux que vous proposer, vous parler aussi de Thomas Kuhn. Alors Thomas Kuhn est un physicien qui, durant sa thèse, finalement, a décidé de dévier vers l'histoire des sciences et l'épistémologie. Plutôt, il a proposé un livre, il a écrit un livre qui s'appelle La structure de l'évolution scientifique. C'est pas super facile à lire. J'ai déjà eu des étudiants qui sont venus me voir en disant faut s'accrocher quand même. C'est vrai, c'est vrai. Dans l'idée, le propos du livre, c'est de dire que l'histoire n'est pas une accumulation d'informations. On va considérer, on a remarqué en fait dans l'histoire que des expériences ne sont pas comprises, ne sont pas expliquées. Et avec ça, on a beau les refaire, être sûr en fait de cette expérience, qu'elle est reproductible, et la théorie de l'époque n'est pas capable de la justifier, de comprendre ces résultats. Il va falloir rajouter soit une nouvelle théorie, etc., soit la remplacer. Et parfois, il peut y avoir des compétitions entre théories. Donc à l'époque, effectivement, quand on va développer la mécanique quantique, il va y avoir une idée qui va avoir des conséquences, mais qui sera en contradiction avec ce qui était prévu avant. À ce moment-là, il y a un affrontement entre deux théories, et de façon en fait darwiniste, la plus efficace survit. Et si elle est plus efficace, c'est qu'elle explique tout ce qu'il y avait avant, plus les nouvelles expériences qui étaient non expliquées. Donc on a une vraie réécriture d'une partie de la physique comme ça. Et on continue comme ça de façon cyclique. L'ensemble des théories qui expliquent ce qui se passe, ce n'est pas la vérité en science. C'est un paradigme, c'est un ensemble de théories et on l'utilise dans son contexte avec ses limites parfois. On ne peut pas démontrer que l'on a la théorie ultime. Ce que l'on sait, c'est est-ce qu'elle a été prise en défaut. Donc, c'est la meilleure description que l'on ait jusqu'à une prochaine crise. Et là, actuellement, la mécanique quantique, en plus de 100 ans, a abouti à de nombreuses applications. L'énergie nucléaire, civile, militaire, les lasers, les disques durs et de nombreuses autres. On sait qu'elle n'est pas parfaite, parce que notamment avec la relativité, il y a un point important, c'est qu'en relativité, rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Or, en mécanique quantique, on peut avoir des interactions en fait, entre particules à une vitesse instantanée. La vitesse de la lumière, c'est quand même très rapide. Il y a eu un moment, il n'y a pas longtemps, on a annoncé comme quoi on avait mesuré une vitesse d'interaction ou quelque chose qui allait plus vite que la vitesse de la lumière. Ça, c'était un bon point pour la mécanique quantique et un mauvais point pour la relativité. Mais en fait, c'est pas ça. C'était la façon de configurer nos GPS qui n'était pas assez précise. Donc on a amélioré un peu en précision, on a corrigé cette expérience, son résultat, et au final, ils vont à la vitesse de la lumière, juste en dessous. Donc pour l'instant, nous n'avons aucune expérience qui mette en défaut réellement la mécanique quantique ou la relativité. Par contre, nous savons qu'elles ne sont pas totalement compatibles. Donc à un moment donné, voilà une des raisons pour laquelle l'humanité fabrique des expériences certes de plus en plus coûteuses, mais qui nous permettent de pousser les limites de la théorie, et comme ça, savoir que notre théorie est de plus en plus robuste. À l'heure actuelle, la mécanique quantique n'a jamais été prise en défaut. La mécanique quantique, c'est aussi un moyen de réviser les maths, ou en tout cas de s'intéresser à certains modèles mathématiques. On aura l'occasion, une fois, de développer la résolution d'une équation différentielle. Si vous n'avez jamais vu, ce sera l'occasion. Et on va parler d'équations aux valeurs propres. On va parler d'opérateurs. Ce sont des concepts, si je vous en parle, c'est qu'ils sont nécessaires à la compréhension de ce qu'est la mécanique quantique. Le quantum et les nombres quantiques viennent de cette résolution. Donc ça vaut le coup, au moins une fois, de détailler cette résolution.
Le but étant pas forcément de la connaître par cœur du tout, mais de comprendre comment on en est arrivé là, et pas de voir arriver un résultat comme ça, qui sort du chat. Formellement, en mécanique quantique, il y a des nombres complexes, mais en chimie, on se retrouve souvent à réutiliser plutôt des fonctions réelles. Historiquement, les matrices ont été aussi très importantes. La mécanique matricielle a été très importante dans la résolution de l'équation différentielle et l'équation de Schrödinger. Et en fait, de facto, les logiciels qui font les calculs maintenant à notre place sur la chimie travaillent sous forme de matrice. Mais en pratique, dans ce cours-là ici, on n'aura pas de déterminant à calculer, on n'aura pas vraiment de matrice à manipuler. Et le système que l'on va utiliser, c'est le système sphérique, parce que les atomes, en fait, ont une symétrie sphérique. La mécanique quantique a la réputation d'être difficile à comprendre. On considère que en fait, plusieurs grands noms, et je vous ai cité ici quelques références que je vais vous traduire en français. Niels Bohr, le modèle de Bohr, qui cite Werner Heisenberg, qui est un des fondateurs de la mécanique quantique, deuxième génération, a dit « Ceux qui n'ont pas été choqués la première fois qu'ils ont rencontré la mécanique quantique ne l'ont pas comprise. » Alors, oui, ce n'est pas instinctif. Ça, c'est vrai. Mais une science et une théorie, si elle n'est pas instinctive, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Il faut absolument se méfier de ce qui semble instinctivement correct. Sinon, il n'y aurait pas de charlatans, de beaux parleurs. Et donc là, ici, c'est pas comme ça que ça marche. C'est certes, elle n'est pas instinctive. Par contre, est-ce que ça marche? Et la réponse est oui. Mais il ne faut pas non plus trop exagérer. Par exemple, Richard Feynman, qui est un des plus grands physiciens, un des plus grands cerveaux du XXe siècle, un des plus grands pédagogues du XXe siècle sur la physique, dit « Je peux assurer que personne ne comprend la mécanique quantique. » Mais personne ne la comprend au point où lui, il a pu aller pousser les choses. C'est-à-dire qu'en chimie quantique, on n'aura pas besoin d'aller dans la théorie des cordes, d'aller dans la compréhension quantique de la structure du noyau, par exemple. Les interactions électrons-noyaux se comprennent très bien. Le fait que l'électron sera en fait dans une forme d'onde et qu'on va considérer plutôt quelque chose une couverture électronique et pas un point, va se comprendre. Elle est peut-être pas forcément instinctive et ça va demander un petit peu d'habitude et d'exercice, mais en tout cas, elle n'est pas totalement étrangère, totalement extraordinaire et surtout elle est efficace. Elle marche. Elle marche bien. La troisième référence est très intéressante. Elle nous dit que la théorie quantique a été divisée sous forme de dialectes. C'est-à-dire que plusieurs scientifiques travaillent sur des expériences similaires, mais les décrivent avec un langage différent. Ça prête à confusion même pour des physiciens. Et c'est tout à fait vrai. En chimie quantique, nous allons parler d'orbital moléculaire. Ce ne sont pas des outils qui sont utilisés par les physiciens. Michel Chrysos, qui est un théoricien au même laboratoire que moi, en fait, ne traite pas les mêmes problèmes et n'utilise pas les mêmes outils. Et on ne parle pas exactement le même langage. Ce qui nous demande un petit effort au départ pour pouvoir collaborer. Et ça, effectivement, c'est dû notamment que la mécanique quantique, elle a en fait pris tout ce qui se passe à l'échelle infinitésimale. C'est-à-dire que dès qu'on est dans l'infiniment petit, à l'échelle moléculaire, on est en train d'utiliser des outils théoriques de mécanique quantique, mais si on descend plus bas encore, c'est aussi, et si on travaille avec de la spectroscopie, ce n'est pas les mêmes échelles de temps, ce n'est pas les mêmes phénomènes, et donc nous n'allons pas utiliser les mêmes outils et les mêmes programmes et même les outils mathématiques. Et donc on s'est spécialisé pour être le plus efficace dans nos problèmes à nous. Ça crée de la confusion, c'est bien dommage. L'évolution, alors ça c'est la dernière citation et c'est celle qui me semble la plus pertinente pour la chimie. L'évolution a façonné notre cerveau pour qu'il soit capable de décrire et de comprendre facilement et efficacement les phénomènes macroscopiques. On est des chasseurs, des cueilleurs. On est là fait
pour regarder les couleurs des végétaux, pour voir des objets bouger. On n'est pas là pour comprendre à l'intérieur d'une feuille la structure moléculaire. Ça n'apporte aucun avantage en termes de survie, en termes d'évolution. Et donc effectivement, ce n'est pas surprenant si on ne peut pas comprendre totalement ce genre de phénomène. Alors, là c'est un peu exagéré, on peut les comprendre, ça nous demande en fait un effort. Ce qu'il faut plutôt imaginer, c'est normal que ce ne soit pas instinctif. C'est pas dans nos schémas mentaux habituels. Mais en sachant qu'avec le développement mathématique, etc., la chimie quantique que l'on a mis en place, ça prend bien. Ça demande un effort, mais ça nous permet d'aller dans le meilleur modèle atomique et la meilleure description possible des molécules, ça en vaut le coup. Ainsi, la mécanique quantique à l'échelle atomique, c'est son domaine, ça marche. C'est comme ça et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, je vous propose ce cours-là et en fait, en règle générale, toujours en fin de L1, début de L2, début de L3, il y a toujours un cours de mécanique quantique. C'est parce que c'est la théorie qui marche. Et c'est la seule. Si on avait plus simple et aussi efficace, je ne serais pas là. Donc, vous allez voir, les structures de Lewis, les formules développées, ça se fait très facilement. En termes de collège-lycée, on est capable de dessiner une molécule. Et c'est tout. Mais si on veut comprendre tout ce qui est réactivité, si on veut comprendre réellement la chimie, comment ça se passe, la seule solution, c'est la mécanique quantique. Ça va demander une bonne dizaine d'heures, voire une vingtaine d'heures, du travail, une remise en question de certains schémas mentaux, une adaptation, et surtout ça va demander de ne pas apprendre par cœur, mais de refaire les exercices et de répéter, répéter et répéter. Si je dis répéter 3 fois, c'est parce qu'on considère qu'il faut voir les choses 3 fois, il faut travailler un exercice 3 fois pour pouvoir le comprendre. Ça envoie un message au cerveau d'une forme de répétition en disant c'est important, c'est important, c'est important. Sinon ça s'ancre pas. Pour la bibliographie. Si vous aimez l'histoire sur le modèle atomique, on a un petit livre de bibliographie sur l'anatomie des atomes de Jean Lady, qui est un ancien professeur de l'université d'Angers. C'est une collection de petits livres, ça se lit très rapidement. Mais la mécanique quantique, c'est aussi une science du début du XXe siècle, à une période où il y a eu 2 grandes guerres mondiales. Et Planck, qui a vu le démarrage un peu contre son gré, et c'est ça qui est intéressant dans son livre, c'est comment quelqu'un presque lance une révolution scientifique sans vraiment le vouloir. Et Heisenberg, qui lui est un petit jeune qui va pousser à fond pour l'émergence de cette nouvelle scientifique, nouvelle révolution et ces nouveaux outils, et notamment sur l'énergie nucléaire, etc., sachant que lui, il va rester en Allemagne et il sera à la tête de la science allemande chez les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait qu'il y a quelques passages intéressants sur voilà, comment il a appris notamment la bombe atomique, comment ça s'est passé. Le dernier livre, c'est un des livres de Feynman, de vulgarisation scientifique de haut niveau, qui explique le lien entre la lumière et la matière, par exemple. En dehors d'un cours, en dehors d'un livre, vous pouvez, si vous avez moyen, de voir des vidéos. Alors, elles sont parfois traduites en français, parfois uniquement en VO, sous-titrées. C'est un physicien théoricien, Jim Al-Khalili, qui s'est intéressé à l'histoire de la chimie, notamment de la théorie de la matière, l'histoire de l'électricité ou l'histoire de la physique quantique qui est son domaine. Pour des livres de cours, les plus généralistes, sachant que la chimie théorique et la chimie quantique fait partie de la chimie physique, c'est-à-dire la partie physique que l'on utilise dans la chimie, vous avez soit le grand livre de cours de Paul Arnaud, de la collection chez Duno, ou de Atkins Paola chez De Buck, ou alors le Donald McCary qui est dédié à l'approche moléculaire, ou encore chez Duno. Ce sont des gros livres, hein, plusieurs centaines de pages. C'est pas des livres qui se lisent de A à Z. Ce sont des livres que l'on va consulter à la BU quand on voudrait vérifier certaines données qui font quelques pages, certaines notions, etc. Plus spécifique à ce cours,
Vous avez Structure électronique des molécules, volume 1, de l'atome aux molécules simples, par Yves-Jean et François Volatron. Et donc c'était un petit livre avec une approche beaucoup moins mathématique, très avec les mains, et ça correspond plus à la deuxième partie du cours, quand on va faire des diagrammes et des systèmes polyélectroniques. Sinon, sur la première partie du cours, là, sur le développement mathématique, sur la résolution de l'équation de Schrödinger, et qui va après plus loin dans cette direction, vous avez Claude Le Forestier. Introduction à la chimie quantique. Pour ceux qui sont anglophones, une approche un peu intermédiaire, que j'aime bien, et ce livre, je le conseille en fait de l'AL1 jusqu'au Master 2, vous avez Quantum Chemistry de Ira Levine, qui dresse un tableau général de toute la chimie quantique et même des logiciels, etc. Voilà, on a vu tout ce qu'il fallait savoir en termes de comment ça va se passer. Il est temps, au prochain épisode, de rentrer dans le dur, entre guillemets, et de réellement s'intéresser à la mécanique quantique, ça marche comment. J'espère que la vidéo vous intéressait. N'hésitez pas à la commenter, à l'apprécier, et je vous dis à très bientôt.